fond, quand les gens parlent de problèmes d'itinérance, de problèmes de logement abordable, les logements qui sont plus abordables, c'est un réel problème, puis c'est à la grandeur du Québec, grandeur du Canada. C'est pas quelque chose qu'on va modifier facilement. Donc, je me suis dit, OK, donc comme ça, c'est un problème, allons voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis un des meilleurs, peut-être pas l'idéal, mais un des meilleurs modèles dans le monde, c'est le modèle viennois, qui a des implications architecturales qui sont importantes. Ce que vous voyez pour ceux qui regardent l'image, c'est le Karl Marx Hof. C'est un édifice de, je pense, c'est 1200 résidences qu'on a. Et en arrière-plan, on a d'autres grands édifices de Vienne. Il a été construit en 1923. Il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans et ils ont une bonne vie. Un autre type de logement abordable. Comme vous voyez, on n'est pas dans les HLM brisés là, ou dans les choses qui sont affreuses. On est plutôt dans le moderne et l'efficacité énergétique et tout et tout. Puis ça, ben, le modèle viennois, c'est quelque chose qui a été démarré, les habitations sociales, le modèle viennois, dans les années 1920. Il y avait, en 1918 à Vienne, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 2 millions d'habitants à Vienne. La majorité vivent dans des taudis. Il y a une pénurie de logements, de l'itinérance. Les gens partagent les logements sur plusieurs familles. D'ailleurs, c'est ce qui nous a, ben, en fait pas nous, mais le conseil qui m'a précédé, quand ça a été le temps de mettre sur pied le logement, le 24 logements là, pour Mamic, ben c'est parce qu'il y avait plusieurs familles qui avaient qui habitaient dans les mêmes logements. 170 000 dormeurs sur des cases. Ça, c'est-à-dire que dans une chambre ou dans un appartement, tu as plus d'une personne qui vient dormir dans les lits. Construction était insalubre, il manquait de salle de bain, bref, ça allait vraiment pas bien. Puis à partir de ça, euh, ce qu'on peut découvrir, c'est que la situation actuelle de Vienne, il y a 2,8 millions d'habitants en 2022. C'est la 5e plus grande ville de l'Union européenne, la 2e plus grande ville de culture allemande après Berlin. C'est un tiers de la population d'Autriche. Bon, c'est 4656 habitants au kilomètre carré. À Roberval, on en a 49. On s'entend, c'est 100 fois plus habité. Mais bref, c'est ça. Je dis, moi, je vais chercher les idées qui sont les meilleures. En 1917, il y a l'adoption de la limite de tarifs locatifs, le contrôle des logements, la protection des locataires. En 1918, la fin de l'Empire austro-hongrois. Et en 1922, Vienne devient une province fédérale avec une souveraineté fiscale. C'est important parce que Roberval n'a pas ça. Les villes au Québec n'ont pas cette souveraineté fiscale. Ça peut être un enjeu pour réaliser ça, mais l'idée, on va voir l'idée, on va voir comment ça s'est fait. Peut-être qu'on peut la mettre en place. Ils ont mis en place une taxe de luxe pour construire au début 25 000 logements. Donc, bref, avec le temps, il y a eu des constructions en moyenne de 9 000 logements par année en moyenne. Et depuis les années 2000, c'est le début du programme de rénovation énergétique. Il s'en est fait beaucoup là-bas, énormément. Ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces logements-là. Il y a un effet d'atténuation sur le prix des logements, même ceux qui ne sont pas abordables, parce qu'il y a tant de populations qui ont accès. Ça fait une prévisibilité financière pour les familles. La qualité de vie est exceptionnelle. Il y a une réduction de la consommation d'énergie, parce que même là-bas, on a besoin de chauffage, on a besoin d'air climatisé. Ça permet de stabiliser la création de l'emploi. Il y a une mixité sociale parce que les gens qui habitent dans ces logements abordables-là, en fait, l'abordabilité, c'est presque le 3/4, le 4/5e de la population qui peut résider dans une résidence abordable à Vienne. C'est pas juste ceux à faible ou très faible revenu. Et quand ton revenu augmente, contrairement à ce qui se passe ici, on peut conserver son appartement, on peut même le transférer à ses héritiers. Bref. Il y a une protection des locataires, il y a de l'éco-convivialité. L'idée là-dedans de l'objectif de politique de logement, c'est de promouvoir une politique de logement qui est inclusive. Renforcer le secteur sans but lucratif parce que ce sont des appartements sans profitabilité ou à profitabilité limitée.
Faire une planification urbaine sur long terme, pas seulement ajouter des rues et des maisons, mais ajouter des espaces de vie. L'urbanisme pour la société versus la voiture, puis un financement qui est durable et un parrainage de l'innovation et de la qualité. Parce que quand tu fais des grands projets comme ça, tu peux aller innover. Les bénéfices, je n'ai parlé un peu, là, mais il y a eu beaucoup d'initiatives municipales qui sont faites pour renforcer la cohésion sociale. Il y a énormément à l'intérieur de ces bâtiments-là. Il y a beaucoup d'éléments qui servent dans le fond à construire la cohésion sociale parce que c'est possible de se rencontrer, d'avoir des salles communautaires, des bibliothèques, des garderies. Bref, c'est un milieu de vie, c'est pas seulement un appartement. Et les gens se parlent entre eux, se visitent en bloc, etc. La consommation d'énergie est réduite parce qu'évidemment, on a les propriétaires là-bas, en bonne partie de la ville et des sociétés, ont dans l'idée de réduire les coûts d'exploitation sur le long terme. Puis, il n'y a pas de rénoviction là-bas parce que les rénovations sont planifiées longtemps d'avance. L'accès au marché de l'habitation est assuré autant pour les groupes à faible revenu ou moyen. La ville de Vienne offre une protection des locataires complète, il y a des services pour ça. Et les loyers ne peuvent pas être significativement augmentés sans raison parce qu'ils sont rattachés à l'indice des prix à la consommation. Puis, il y a des méthodes de construction écologique, mélange social, etc. Ça représente quoi en chiffres à Vienne? C'est vraiment important. C'est 700 000 appartements loués. 76% de la population de Vienne habite dans un logement locatif. Donc, ça ne leur appartient pas. Et c'est correct parce qu'ils vont chercher l'argent autrement. 210 000 appartiennent à la ville et 185 000 à un organisme d'habitation sociale à profitabilité limitée. 305 000 sont d'appartenance privée, mais c'est quand même du locatif. Et 180 000, en fait 220 000 au total, là, qui sont dans d'autres types d'occupation ou occupés par leurs propriétaires. Et dans le logement inclusif, c'est 80% des ménages sont inclus dans la limite pour le logement social. Il y a des quotas pour les ménages à faible revenu ou les groupes vulnérables. Il y a une emphase sur les subventions pour les édifices versus les subventions pour les personnes. Et évidemment, les gens là-dedans y vivent là, depuis longtemps. Il y a une loi fédérale, la loi sur l'immobilier à profit limité. Les promoteurs immobiliers doivent se conformer à la loi qui stipule que les loyers doivent être fixés pour couvrir le coût du terrain, la construction, l'administration et les finances. Ils ne peuvent pas faire de profit et les profits doivent être réinvestis dans les rénovations, l'amélioration, mais en compensation, sont exempts d'impôts sur le revenu. Il y a malgré tout des organisations qui sont intéressées à le faire. Il y a 60 LPHA à Vienne activement. Et là, ce qu'on voit ici, c'est l'effet sur l'ensemble des loyers. Comme vous voyez, les 3 bandes rouges, ce sont les quartiles, donc le 10, le 25, 50 et 75% quartiles au niveau des revenus. Et le dernier 90% qui ne sont pas inclus à l'intérieur du logement social, mais ça a quand même un effet au niveau des emprunts privés, puisque les emprunts privés, ils ne peuvent pas charger trop, les gens ayant accès relativement facilement, le marché, à des logements à faible revenu. C'est pas parfait, mais c'est leur méthode à eux d'avoir mis ça sur pied. Bon. Il y a un fonds de logement, le Wofonds qui a été fondé en 1984. C'est chargé à long terme des fonds de terrain qui est requis par le secteur immobilier. Donc, ils vont légiférer le prix de vente du terrain. Il y a une étroite coopération, évidemment, avec le département d'urbanisme, puis c'est un rôle majeur pour la location des subventions pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il y a des secteurs dédiés à l'immobilier social depuis 2019. C'est légiféré par le Code du bâtiment de Vienne. Le prix au mètre carré de plancher est limité pour les constructions subventionnées. Et il y a 2/3 de l'espace résidentiel dans ces secteurs qui doivent être réalisés en projet immobilier social subventionné.
Ah, Dominique Cochon regarde. Ça a vraiment attrait. Tu vas arriver à la portion fun de Dominique. C'est celle où on parle des besoins en financement. Donc, on a des coûts totaux de construction, des coûts totaux des terrains. Donc, on gère beaucoup les coûts de base qui font en sorte que les constructions coûtent cher. Ça, ben, c'est difficile de faire le tour de ça ici au Québec et au Canada. Source de financement, prêt bancaire avec un amortissement qui est minimalement plus grand qu'à 15 ans. Évidemment, on a ça ici, mais on a un prêt subventionné de la Ville de Vienne à un taux de 1% amorti sur 40 ans. Contribution non remboursable, il y a des bâtiments spéciaux, des logements smart. Il y a un site web complet sur évidemment le bâtiment abordable à Vienne qui est disponible en anglais seulement. Il y a une contribution des locataires, donc pour les coûts de construction. C'est un maximum pour certains nouveaux bâtiments, un 12,5% des coûts de construction. Marco Baron, Pascal, tu es une encyclopédie. J'ai pas fait de test à savoir si j'ai un problème psychologique quelconque qui fait en sorte que je retiens pratiquement tout ce que j'apprends. Donc, la contribution du locataire permet d'avoir à long terme des gens qui vont rester là-dedans. Donc, les gens habitent là-bas sur plusieurs générations là, dans le même appartement. Il y a l'allocation de subventions et de terrain pour des compétitions sur la qualité. Donc, les projets subventionnés de plus de 500 unités. Imaginez 500 unités de logement, c'est un projet là-bas. Les terrains appartiennent à la ville et au fonds de logement. Les constructeurs et architectes soumettent ensemble des projets complets. Il y a un panel de juges qui choisit le meilleur projet, puis le projet sélectionné doit être construit. Les critères d'évaluation, c'est en balancier entre la visibilité sociale, la viabilité sociale, l'architecture, l'économie et l'écologie. Ces éléments-là sont disponibles, évidemment, il y a des critères plus fins, mais c'est vraiment, l'idée, c'est d'apporter le bâtiment à un niveau supérieur à ce qu'on a en ce moment et plus efficace pour les citoyens, les locataires. Il y a un impact qui est positif sur le PIB, évidemment, parce que ça réduit le coût du logement, donc les personnes, les citoyens mettent moins d'argent à payer le logement, donc ils sont capables d'épargner autrement et de faire une autre utilisation de leurs fonds, que ce soit pour des investissements à tout point de vue, dans des entreprises. Bref, il y a une intégration avec les services de la ville aux locataires et citoyens. Donc, que ce soit des bibliothèques, que ce soit des salles communautaires, que ce soit des salles de rencontres, tu sais, de genre, on va se mettre ensemble pour regarder un film ou faire des parties de Donjons Dragons, peu importe. Ils peuvent le faire parce que ce type de logement-là le permet. Il y a des bureaux, il y a des commerces, bref, c'est vraiment inclusif et c'est intégré dans l'économie. Imaginez le centre d'achat ici à Roberval, le Carrefour Janois avec des habitations en haut. Imaginez quelque chose, je sais pas, moi, sur le bord du lac qui est assez grand pour remplir, je sais pas moi, une trentaine de familles, mais qui permet, dans le fond, d'avoir un milieu de vie qui est accessible pour les autres aussi. C'est ce genre de projet-là qu'on pourrait réfléchir. Évidemment, ça reste, on est pris un peu avec nos limitations au niveau législatif, mais on peut peut-être y aller. Il faut adapter notre pensée pour ce type d'organisation urbaine, parce qu'on est habitué de penser maisons, cours, rues, etc. Mais ça va toujours avoir une limite au niveau du nombre de maisons qu'on peut mettre au kilomètre carré. On peut être créatif, on peut adapter la réglementation et la législation pour ça. Puis il faut faire des représentations autant au niveau fédéral que provincial pour mettre sur pied ce type d'organisation-là, ce type de logement-là. C'est pas quelque chose qui va être simple, mais la crise qu'on a actuellement au niveau du logement est tellement importante, les logements abordables, c'est tellement difficile à produire que ça vaut la peine de s'y pencher. Puis peut-être que je suis pas le premier qui en parle, parce que j'avais déjà vu des reportages à ce sujet-là à Radio-Canada et à la presse dans les dernières années. Mais l'idée, c'est de voir, d'explorer, d'aller plus loin avec ça. C'est tout pour ce soir. Je voulais simplement présenter ça. C'est le vote dimanche. Allez voter.
peu importe pour qui vous votez, allez voter. Évidemment, si vous votez pour moi, je vais être content. Et je vais mettre la présentation complète en ligne dans quelques instants sur Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.